Le mercredi 23 novembre 1994, un incroyable coup de théâtre au rallye de Grande-Bretagne fait de Didier Auriol le premier Français champion du monde des rallyes. Justice est faite, Auriol a atteint son but après 10 ans d'une carrière exceptionnelle. Originaire de Millau dans l'Aveyron, c'est là qu'il aime à se retrouver auprès des siens. Pour moi, ce sont des moments particuliers quand je reviens ici, dont j'ai besoin. Je voyage 300 jours de l'année. En ce moment, je vis en Suisse, donc j'arrive à rentrer quelques semaines, les vacances scolaires. Et je crois que pour moi, une semaine ici, ça m'apporte beaucoup. C'est ici que tout a commencé en 1979 pour ce jeune ambulancier qui rêvait de devenir champion du monde. Mais l'aventure débute vraiment en 1984 avec la Renault 5 Turbo. D'abord une 200 chevaux, puis une version Tour de Corse qui lui permet de sortir de l'anonymat. Auriol a 23 ans, mais sans fortune, il lui faut bien du courage pour surmonter les premiers coups du sort. En 84, c'était des moments très difficiles, évidemment. Bon, moi, je ne gagnais pas très bien ma vie. J'avais des sponsors qui m'aidaient au maximum de leurs possibilités. Et au fameux rallye d'Antibes, je suis sorti dans la descente de la Col Saint-Michel. Et puis, évidemment, j'ai détruit la voiture. Et pour moi, c'était mon dernier rallye dans ma tête. C'était ma dernière chance. Et je suis arrivé en bas, j'ai garé la voiture sur le côté. Je me suis mis tout seul, droit vers le torrent, et droit en face de la montagne. Et je pleurais et je jetais des cailloux en disant voilà, c'est fini, c'est fini. Ce n'était pas fini, bien sûr, et l'année suivante, Didier dispose d'une R5 Maxi Turbo semi-officielle et remporte son premier succès en championnat de France au rallye du Rouergue. Et en 86, il devient champion de France pour la première fois avec cette Austin Metro 6R4 de l'écurie Red. 1987, c'est un peu l'année charnière pour Didier Auriol. Il pilote une Ford Sierra Cosworth avec laquelle il va se faire remarquer par tous les recruteurs des grandes écuries officielles, notamment Cesare Fiorio. Nous avons vu des pilotes comme Auriol qui marchent très fort et je pense qu'il faudra bien faire attention à ce qu'il fera l'année prochaine. J'espère qu'il aura de bonnes chances d'avoir des voitures compétitives. Cette année-là, d'ailleurs, il décroche son deuxième titre de champion de France après avoir remporté 6 victoires et n'hésite pas à aller taquiner les grandes vedettes de la spécialité en championnat du monde. À San Remo, il termine 4e avec une simple propulsion alors que les 4 roues motrices y font la loi. Une preuve supplémentaire de l'ambition de ce pilote, pas comme les autres. Le premier rallye que je suis allé voir, c'était le Critérium des Cévennes. Et je me rappelle, j'ai passé la nuit en spectateur. Et le matin, j'ai dit, mais attends, bon, maintenant c'est la première et dernière fois que tu seras spectateur, la prochaine fois tu seras au volant. Et dans plusieurs années, tu seras champion du monde. Chez lui, sur les hauteurs de Millau, il se prépare donc à vivre une saison 88 qui doit lui permettre de gravir un nouveau palier dans la hiérarchie des rallyes. Et déjà sur son chemin, un certain Carlos Sainz, qu'il retrouvera bien souvent par la suite sur les routes du championnat du monde. Nous sommes au Tour de Corse, le rallye étalon en matière de vitesse, le royaume des sprinters. Et Didier s'y révèle un attaquant né. Sainz aussi. Sainz et Auriol, deux trajectoires identiques, deux carrières similaires,
deux parcours strictement semblables. Il faut que j'essaie de rouler propre, de rouler au milieu de la route, d'éviter les cordes, afin d'éviter de crevaison et d'essayer de ménager un petit peu la mécanique. Auriol ne veut pas gâcher cette chance unique qui s'offre à lui. Il attaque comme un forcené, fait mieux que l'Espagnol et c'est lui qui cueillera les premiers lauriers dans une épreuve mondiale, ici en Corse, après un superbe affrontement avec la Lancia de Loubet et la BMW de Bernard Béguin. C'est toujours contre Béguin que Didier Auriol croise le fer en tout début de saison, au Critérium alpin. Mais là, ça se passe beaucoup plus mal. Premier gros pépin en course pour le jeune pilote de la Ford. Comme j'étais vraiment à la grosse attaque, ce qui fait que les 40 premiers mètres, la voiture a bien freiné, les 30 derniers, les freins sont bloqués, les roues avant bloquées. J'ai vu que j'allais droit sur le mur, alors bon, j'ai essayé de passer, j'ai levé les freins, j'ai mis la caisse en travers et j'ai tapé le muret de l'arrière. Dès que j'ai tapé le muret de l'arrière, ça a fait boule de ping-pong, ça a tapé à droite, à gauche. Pourtant, Auriol a déjà d'autres idées de conquête derrière la tête. Le championnat de France paraît bien étriqué pour sa jeune ambition et il se retrouve en Finlande au difficile rallye des 1000 lacs, opposé aux spécialistes locaux et à l'Espagnol Carlos Sainz. Auriol y démontre une parfaite maîtrise sur la terre. Sa troisième place le désigne alors comme un des plus sérieux espoirs de la spécialité. Et l'équipe Lancia, qui hésite entre lui et Sainz, choisit le français. C'est la porte ouverte au championnat du monde. C'est officiel, nous allons participer donc à quelques manches de championnat du monde aux couleurs Martini avec Lancia. J'ai signé pour 2 ans, donc je me donne 2 ans pour être champion du monde. De retour en France, au rallye du Mont Blanc, Auriol vient expédier les affaires courantes qui l'opposent à Bernard Béguin. Tout le monde dit en fait une montagne des 1000 lacs, c'est spécifique, il y a les Finlandais et Blomqvist qui va vite. Et je veux dire, bon, nous on a prouvé que c'était pas un problème d'aller vite là-bas. Il n'y a pas que moi, il y a Sainz aussi. Hein. Ouais, ça fait des super temps, bon je veux dire... Non mais ça prouve que de toute façon c'était une chasse gardée parce qu'il n'y avait qu'au départ de toute façon. Non mais c'est très bien. Bon, super. voilà. Super, ce qui n'empêche qu'on va essayer de te taper là quand Mais même. moi aussi. D'ores et déjà, Auriol ne fait plus aucun complexe vis-à-vis de qui que ce soit. Et ici, au Mont Blanc, il domine une nouvelle fois la BMW de Bernard Béguin. Et un peu plus tard, il assurera son 3e titre consécutif de champion de France. Un bilan très positif, je crois qu'on a réussi un 3e titre. Et pour moi, c'est un petit peu remercier tous les gens qui m'ont suivi jusqu'à ce titre et qui m'ont permis d'accéder au passage maintenant pour la saison prochaine du championnat du monde. Désormais, l'horizon de Didier Auriol s'ouvre sur le championnat du monde. J'ai jamais roulé sur la neige, donc je connais pas du tout la voiture non plus. La 4 roues motrices sur la neige, je connais pas. Adapter les notes du goudron sur la neige, je connais pas. Ça fait beaucoup de choses à découvrir. Alors je vais rouler, puis ça fait rien, on verra pas le temps, on regardera pas le temps là. Et c'est le grand saut dans l'inconnu, sur la neige, à Monte-Carlo. Nouvelle voiture, nouvelle équipe, nouvelle sensation. Didier Auriol et Bernard Ochelli se lancent ainsi dans le grand bain du championnat du monde.
Pas évident de se faire une place au soleil dans une équipe Lancia où Miki Biasion, l'Italien, et Markku Alén, le Finlandais, font la pluie et le beau temps. Néanmoins, Didier ne se résout pas à la figuration et on le voit faire jeu égal alors avec Biasion, le champion du monde en titre, qui passe pour être le pilote le plus efficace du moment. Certes, Biasion remporte le rallye Monte-Carlo, mais Auriol y obtient une deuxième place qui lui sert de passeport pour l'avenir. Puis, c'est le Tour de Corse. Là, Didier ne peut pas accepter la moindre contestation. Il y est passé maître et personne ne pourra vraiment s'opposer à son deuxième triomphe consécutif. En Corse, c'est vrai, le pouvoir appartient désormais à Didier Auriol. Au rallye Acropole en Grèce, il y a Biasion, il y a Sainz et il y a Auriol. Un match à 3 somptueux, mais c'est le Français qui donne le ton. Auriol qui réussit un début de course fulgurant, qui prend 2 minutes à Biasion avant d'être retardé par des problèmes de roue. Forte, Auriol finit en trombe, il est en passe de faire un sort à Miki Biasion quand des consignes d'équipe l'empêchent d'aboutir dans ses intentions. Les positions sont figées, elles permettent à Biasion d'enlever la victoire. Auriol finit deuxième comme à Monte-Carlo. Cette année-là, Miki Biasion obtiendra son deuxième titre de champion du monde consécutif. Rallye Monte-Carlo 90. Auriol et Sainz se retrouvent une nouvelle fois face à face. Les deux pilotes ainsi que leurs deux coéquipiers partagent les mêmes aspirations. Ils ont les mêmes ambitions. Auriol et Sainz se craignent, mais ils s'apprécient. Et leur duel ici éclipsera tout le reste. Ils restent longtemps au coude à coude, se déchirent à coups de seconde. Et c'est dans la nuit du Turini que Didier Auriol bâtira son succès. Boîte courte et pression du turbo au maximum. Chez Lancia, on met tout en ordre pour permettre à Auriol de terrasser l'Espagnol. À l'arrivée, il n'y aura que 52 secondes entre les deux hommes. Mais les succès d'Auriol se préparent aussi sur d'autres routes. Didier, le vélo, c'est indispensable pour la condition physique? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Déjà le souffle, et ensuite, je veux dire, quand je fais un col, j'arrive en haut du col, et pendant toute cette montée, je fais abstraction de tout, c'est-à-dire que je souffre. Donc c'est un moment où j'oublie la course, où j'oublie tous les soucis que je peux avoir de la compétition ou de la vie de tous les jours. Et lorsqu'on arrive en haut, c'est une grande satisfaction, c'est un plaisir. Et donc je crois que
c'est important physiquement et mental, c'est important aussi. Au Tour de Corse, on prend les mêmes et on recommence. Mais là pourtant, il faut ajouter un troisième larron. Yves Loubet, en effet, se permet de venir contester la suprématie d'Auriol avant d'être éliminé par un incident mécanique. Débarrassé de Loubet, Auriol devra batailler jusqu'au bout pour contenir Carlos Sainz. Mais Auriol, magnifique, conservera malgré tout 36 secondes d'avance sur Sainz pour rejoindre l'arrivée en vainqueur. Pour moi, ce qui est important au moment où je gagne, c'est par rapport à mon équipe. Je suis beaucoup plus satisfait pour les mécanos qui ont travaillé, qui ont passé des heures sur la voiture, qui se sont investis pendant la course. Cela lui vaut un beau doublé Monte-Carlo Tour de Corse que seul avant lui Munari et Darniche avaient pu réaliser respectivement en 1976 et en 1979. Et Sainz par exemple qui finiront tous les deux au trou. Auriol aura donc patienté pour hériter d'une première place qu'il conservera jusqu'au bout avec une étonnante lucidité. Il a sans doute acquis ici une nouvelle dimension et cela lui aura permis aussi d'épingler 3 des plus belles épreuves de la saison et de terminer vice-champion du monde sans se départir d'une réserve qui est aussi sa marque de fabrique. Le côté promotion, je veux dire, au début de ma carrière, de mes premières victoires, c'était un petit peu difficile ce côté-là. Heureusement que j'avais Bernard qui était beaucoup plus présent et qui pouvait entretenir ces relations au moment où j'en avais besoin. Ainsi, Auriol peut-il se consacrer entièrement à son pilotage? Cette année-là, il sera passé tout près du titre de champion du monde car, outre ses succès à Monte-Carlo, en Corse et à San Remo, il se sera retrouvé le plus souvent au plus chaud de la bataille. Par exemple au Portugal, où après un début de course laborieux, il est le plus prompt à prendre la roue d'un Mickey Biasion implacable pour terminer deuxième. Ou bien encore dans la Pampa argentine, où il perdra beaucoup de temps pour faire réparer un turbo. La voiture a commencé à ne plus vouloir prendre les tours. Et le temps d'arriver à refaire partir la voiture, bon, je sais pas, on a perdu, une bonne quinzaine de minutes. Qu'importe, Auriol sait qu'il ne pourra plus viser la victoire et il laisse Sainz prendre des risques insensés pour s'opposer à la marche triomphale de Biasion. Et il assure, lui, la 3e place. Son éternel rival, Carlos Sainz, avec 4 victoires, enlève son premier titre de champion du monde.
En 1991, à Monte-Carlo commence alors à poindre l'étoile d'un autre Français. François Delecourt est en passe de gagner le premier rallye de sa carrière quand il perd une roue. S'envolent alors tous ses rêves de triomphe. Il terminera deuxième derrière Sainz, tandis qu'Auriol abandonne. Entre les deux Français, c'est le début d'une relation chaotique. C'est un très bon pilote, il va très vite, il est très sûr, il fait très peu de fautes, donc à partir de là, il peut gagner un champion du monde, c'est sûr. Le rallye du Portugal, un peu plus tard, ne permet pas à Didier Auriol d'arrêter la machine Sainz qui tourne cette année-là à plein régime. Après Monte-Carlo, Sainz s'impose au Portugal où Auriol enlève une deuxième place très méritoire. Car en 1991, il était tout à fait illusoire de vouloir s'opposer à la marche en avant de l'Espagnol. Auriol s'y emploie avec toute la hargne qui le caractérise. Mais la Toyota demeure longtemps invincible. Et Didier le battant, Didier le gagneur, est obligé alors de faire, contre mauvaise fortune, bon cœur. Je suis ambitieux de toute façon et tout ce que je tente dans la vie ou que je participe à une compétition, quelle qu'elle soit, même si je ne suis pas le plus fort ou si je n'ai pas d'expérience du tout, ben, je vais m'investir à fond pour gagner parce que j'aime pas perdre. Même si je sais perdre, je n'aime pas perdre. Mais cette fois, Sainz et sa Toyota ne permettent à personne de faire la course en tête. Et pour la première fois depuis 1988, Auriol ne connaîtra pas la joie d'entrer en vainqueur à Ajaccio. Il termine deuxième derrière Sainz, comme au Portugal. Et ça c'est la course, on ne peut pas gagner tout le temps. J'ai tout fait pour essayer, mais bon. Pour Sainz, ce premier triomphe sur l'asphalte corse confirme qu'il est un des pilotes les plus rapides du monde. Sur le toboggan du rallye des 1000 lacs en Finlande, Didier Auriol ne trouve plus Carlos Sainz pour lui barrer le chemin de la victoire. C'est Juha Kankkunen qui l'empêche alors de mettre ses projets à exécution. Comme à son habitude, il se bat comme un enragé pour y décrocher le succès. Mais Kankkunen, qui est le seul pilote local de premier plan à n'avoir encore jamais triomphé sur cette terre, s'agrippe à sa première place comme si elle seule pouvait générer le bonheur. Et pour la troisième fois de la saison, Auriol termine deuxième. Chef. Ah. Voilà, bravo.
En fait, il lui faudra attendre le rallye San Remo en fin de saison pour y obtenir la victoire qui lui assure la 3e place d'un championnat du monde dominé en vain par l'Espagnol Carlos Sainz. Mais jamais autant que cette saison, Auriol ne s'est aussi bien senti dans une équipe. L'écurie du Joli Club, dirigée par Claudio Bortoleto, a créé un tel climat chaleureux autour du Français que celui-ci regrettera toujours cette formidable ambiance. Ces 3e places acquises en Argentine et en Nouvelle-Zélande, ajoutées à ses performances antérieures et à son triomphe italien, font du Français l'un des pilotes tout-terrain les plus performants de la planète rallye. S'il est quasiment invincible sur l'asphalte, la terre lui est devenue maintenant familière, au point d'en faire un des plus sérieux prétendants au titre de champion du monde, qui revient en 1991 à Juha Kankkunen. Cette année-là, Didier termine 9 rallyes mais n'en gagne qu'un seul, San Remo. Il devait participer au rallye d'Espagne quand il apprend la mort de son père. La saison s'achève bien tristement pour le Français, qui peut pourtant vivre sa passion à 100%. Je fais du rallye parce que j'aime les routes de montagne, j'aime la terre, j'aime le pilotage un petit peu improvisé. Donc quand j'ai commencé, si j'avais vraiment voulu gagner beaucoup d'argent, Didier Auriol n'a pas besoin de faire la preuve de son talent. Tout le monde le lui reconnaît. Gauche 60 ans de revoir. Large. Droite sur gauche à fond. Sur 30 mètres, piège, épingle, gauche. Gauche sur épingle droite, 3 mains. Piège. C'était la première spéciale du Turini, et puis il faut savoir que les premières spéciales, on n'est jamais à l'attaque comme on peut être la dernière nuit. Alors c'est déjà très impressionnant, j'ai vu le film, c'est fantastique à voir. Je crois que bon, les spectateurs ne peuvent pas s'imaginer ce qui se passe dans la voiture. Mais je crois qu'il y a des moments encore plus forts au cours d'un rallye. Et droite, attention, gauche, bon plus. Sur piège, 40 mètres, gauche, 5 attention, terre, rail, un peu humide. 5 attention, très glissant, terre, rail, humide. Sur droite, 5 attention, glissant. Fond mur, sur droite, 5 plus humide, 5 plus humide. Et gauche à fond, sur attention, droite, 5 plus. Et après c'est sec. Gauche sur attention, droite, 5 attention, la maison. Disons que c'est moi qui répète assez souvent les virages 2 fois. Bon, c'est un rythme qu'on a et c'est propre peut-être à notre équipage. Donc ça permet à Didier d'aller assez rapidement, la preuve. J'essaye de voir aussi bien que lui la neige, mais surtout, bon, essayer de lui donner l'intonation pour essayer d'aller le plus vite possible. Épingle droite, fais gaffe. Il y a peut-être de la neige encore là. 5 plus sur cette épingle droite. Là. oh putain. De toute façon, il y a des endroits où on est obligé de jouer un petit peu avec les spectateurs, parce que c'est vrai que de temps en temps on est obligé de modifier un petit peu la trajectoire. Bon, mais ça fait partie de la course, mais bon, c'est quand même des fois un petit peu dangereux pour les gens, et ça c'est un petit peu dommage, mais je crois qu'il ne faut pas enlever tout l'intérêt que porte le public au rallye du Monte-Carlo. 8-0-1. Kankkunen. De toute façon, s'il se trompe, on ne serait pas à l'arrivée. On le sait, rapide, brillant, démoniaque par instant, mais ce qu'on découvre ici à Monte-Carlo, c'est un Didier Auriol d'une lucidité implacable. Un pilote qui administre la preuve qu'il est désormais capable de gérer ses courses, et ce, malgré la pression exercée depuis le départ
par un Carlos Sainz en état de grâce. Il y a Schwartz, Sainz, Delecourt, tous des seigneurs de la guerre des sprinteurs. Ici, la lutte est toujours intense et Auriol doit administrer la preuve une fois encore qu'il est le meilleur. Malgré Carlos Sainz, malgré François Delecourt, il attaque Didier. Dans ces cas-là, l'intendance doit suivre. Tant que c'est du revêtement lisse et bien dur, ça va. Et dès que c'est un peu bossé, elle saute trop et on sent qu'elle est trop dure en barre. Il fait une chaleur torride et Bernard Ocelli trouve le réconfort de ceux qu'il aime. Ses adversaires fourbissent leurs armes dans le secret de leurs assistances. Et puis Didier repart. Encore et toujours pour être le meilleur, sans calcul ni appréhension. Juste pour gagner.
ses héros, elle en fait des dieux. Ceux des rallyes n'échappent pas à la règle. Auriol entre ainsi dans la légende au terme d'un voyage au long cours sur un océan de caillasse, dans la poussière, sur des chemins de misère. Image somptueuse d'un champion qui ne calcule pas et qui n'a qu'une seule idée en tête, une obsession, la victoire. Et c'est lui qui se charge de faire la course en tête. Je partais 6e sur la route et j'ai vu que les spéciales étaient pas mal nettoyées, donc il fallait essayer d'en profiter ou creuser un gros écart ou alors rester, ne pas faire un écart et partir 3 ou 4e la deuxième journée. J'en ai profité, j'ai pris la tête largement. Certains se retrouvent au tapis pour avoir L'Argentine, c'est l'Europe en Amérique du Sud. Un pays où Didier se sent bien. Où il a l'âme conquérante. La Lancia est une voiture fantastique, on rajoute de l'essence et on change les pneus. Je crois que sur l'ensemble, on peut voir ici le public, c'est quand même fantastique. Il y avait 20 imbéciles, mais il y en a dans tous les pays. Peu importe les pierres jetées par quelques imbéciles, Auriol se bat maintenant pour offrir un spectacle majestueux à tous les autres. À ce pays fou de rallye qui lui réserve l'accueil que l'on réserve ordinairement aux stars du football.
Et Sainz n'y pourra rien. Il aura osé tout de même avec cette fierté qui le caractérise. Mais rien à faire pourtant contre ce diable de Didier Auriol qui enfile les victoires comme les perles sur un collier. Les bosses, et puis il y a les arbres, et puis les lacs. C'est sans doute le rallye où les pilotes prennent le plus de risques, car les vitesses atteintes sont les plus élevées du championnat, et on y est souvent à l'extrême limite. Et parfois, ça ne passe pas, et ça se finit plutôt mal pour Colin McRae. Sur ce terrain si particulier, Didier doit en découdre avec Kankkunen, l'enfant du pays, son équipier chez Lancia. Je crois que je ne peux pas me permettre de lever trop le pied.
Aujourd'hui, j'ai toujours pas eu de proposition de Lancia, ça c'est sûr. Et c'est pas un secret non plus que j'ai eu des relations avec Toyota. Didier paraît alors invincible et seule la malchance semble vouloir lui jouer des tours. La fin de saison est un véritable cauchemar. À San Remo, dès les premiers mètres de course, la Lancia perd une roue. C'est une jante défectueuse qui est à l'origine de cet incident rarissime et Auriol doit abandonner. Au bout de 10 km d'épreuve spéciale, je suis arrivé dans un virage à gauche en descente assez rapide et j'ai la roue avant droite qui est partie, qui est partie de la voiture complètement. Bon, ce qui s'est passé, c'est que la voiture s'est posée sur le disque. J'ai continué à prendre la courbe sur le disque, mais bon, il est évident qu'à la vitesse où ça va, et on est parti en sous-virage, on a tapé un rail, et on a sauté le parapet et on s'est retrouvé en... Sainz, déchaîné, mène une course de toute beauté. Sainz est intouchable aujourd'hui, je veux dire, c'est pas possible de faire ces temps. Bon, moi j'essaie de comparer les temps des autres, de Lecourt, d'Aguigny, de Schwarz, qui sont quand même des pilotes qui vont très vite. Et bon, je joue dans leur temps et je ne suis pas à l'attaque à outrance, donc je pense avoir fait une course sage aujourd'hui. Mais c'était ridicule d'essayer de faire quelque chose, parce que de toute façon je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas faire les temps de Sainz, pour moi c'était impossible. Puis nouveau coup dur pour Didier Auriol. Cette fois, c'est la direction assistée de la Lancia qui trahit le Français. Auriol plonge dans les profondeurs du classement. La malédiction semble le poursuivre jusqu'au bout. Et rien à faire ici contre Carlos Sainz, le magnifique. J'essaie de le prendre très bien, maintenant je deviens très fataliste, hein. Je deviens très fataliste. Bon, c'est sûr qu'au fond de moi, ça s'est pas encore passé complètement, mais bon, il faut l'accepter. Et bon, la seule satisfaction que je peux avoir, c'est que je démontre quand même que je suis encore le plus rapide. Et bon, maintenant, on va essayer de bien préparer le rack. Et tu trouves pas qu'il est bizarre ce règlement, parce que tu es celui qui a gagné le plus de rallyes, le plus d'épreuves, tu as gagné 6 épreuves cette saison, et qu'il est possible qu'un pilote, qu'un de tes adversaires qui n'en a gagné qu'un, puisse être champion du monde. C'est complètement anormal, non? Disons, c'est un truc un petit peu fou, c'est que cette année, c'est vrai, ils prennent 9 résultats sur 10 participations, et c'est la première année depuis tout le temps, et ça aussi, c'est peut-être pas tellement de chance, c'est-à-dire qu'ils auraient pris 8 résultats, je pense qu'on n'aurait pas eu ce problème non plus. Donc c'est un tas de conséquences qui font que, mais enfin, on peut pas faire les choses à l'envers, c'est comme ça.
Aubrac, Auriol peut encore espérer la consécration suprême. La lutte s'annonce sévère avec Kankkunen et Carlos Sainz. Didier fait mieux que de se défendre. Il prend les devants, réussit à faire la course en tête et semble prendre une option sur le titre. Malgré la Toyota de Carlos Sainz, Didier Auriol paraît confiant, sûr de lui. Je donne tout, on peut demander à Bernard, je donne tout ce que je peux, mais je vois que bon, Carlos est un peu plus vite et bon, je peux pas faire plus. Je vais essayer de faire plus, mais je sais pas jusqu'où ça va aller. Didier tente le tout pour revenir sur Carlos Sainz et il semble y parvenir. Je savais que je pouvais peut-être faire une différence, mais bon, le problème c'est que les routes maintenant sont encore différentes et ça ne sera pas aussi facile. Je sais comment j'ai conduit les dernières spéciales et comme je dis, c'est pas raisonnable. Il y en a une très longue ce soir. Bah oui, on verra, mais c'est encore un style de route différent, comme je dis. Et c'est la nuit, c'est pas évident de trouver le rythme, il faut être bien. On verra, on va essayer en tout cas. Puis, dans la nuit, tous les fantômes de la défaite se réveillent. Une bougie à 4 francs 6 sous met le feu à tout le circuit électrique. C'est fini. Et c'est Carlos Sainz, avec seulement 4 victoires, qui enlève le titre par les hasards d'un règlement aberrant. Le titre est perdu, maintenant ça y est. C'est vrai qu'on a encore manqué de réussite ici, puisque vraiment le problème qui nous arrive encore est vraiment un problème à 5 francs. C'est simplement une bougie qui est cassée et qui nous a causé des dégâts. Et bon, je crois que c'est comme ça. Je suis très déçu, c'est sûr, puisque je pense que ce rallye, on pouvait le gagner, je pense. On avait fait en sorte depuis le matin à attaquer très fort et ça se passait suivant notre tableau de marche, si on peut dire. Si on essaie de reproduire le phénomène de la bougie ici, on a beaucoup plus de chances d'avoir les 6 numéros au loto. Ma déception est grande, c'est sûr. Pour moi, c'est vrai que c'est un petit peu décevant. C'est pas toutes les années qu'on a la chance de se battre pour le titre. Mais où je suis encore plus déçu,
C'est pour les gens qui m'ont suivi, qui ont cru en moi, qui m'ont vu champion du monde cette année. Bon, la seule chose que j'ai à dire, c'est que j'ai donné le maximum. Je pense avoir fait une saison sans faute et seulement la chance n'était pas complètement au rendez-vous. À Monte-Carlo, c'est Minute 11, donc j'ai dit c'est encore jouable, ça va être difficile mais jouable. À partir du Turini, on s'est pris régulièrement 1 seconde au kilomètre. Moi, j'ai pas d'explication à donner, ma voiture est parfaite. Mais avant cette arrivée qui avive les rancœurs et attise la polémique, il y aura eu une course somptueuse entre les deux Français. Entre la Toyota et la Ford. Alors, Delecourt ou Auriol? Auriol ou Delecourt? Deux noms, deux pilotes. Disque neuf et des plaquettes neuves qui n'étaient pas assez rodées. Et j'ai eu des problèmes de frein, j'ai perdu beaucoup de temps dans la descente. Et c'est vrai qu'à la fin du Turini, j'étais un petit peu inquiet quand même. C'est pour ça que dans la Couillole, j'ai dit bon, ça a toujours été une spéciale qui m'a toujours réussi, alors c'est là qu'il faut essayer de marquer un grand coup. Pour moi, la victoire, c'est malheureusement pour Didier. Autant l'an dernier, il a gagné, deux ans auparavant, il avait également gagné, c'était Auriol qui avait gagné. Là, j'estime que c'est la Toyota qui a gagné. Dans le Turini, j'ai attaqué. Dans la Couillole, j'ai fait mon maximum. Dans le Maiglin, je fais 25 secondes plus vite que Mickey. Non, la voiture est géniale. Mais je répète, j'ai gagné le Monte-Carlo 93.
Le seul problème que j'ai rencontré avec François, c'est le Monte-Carlo en 93. Et ça s'arrête là. Je ne suis pas trop rancunier. Pas trop. Mais je n'oublie pas quand même. Long flat right, maybe. Very long medium left opens. Medium left tightens into very long K left. 100 small crest, 120, long fast left. Long fast left and flat right to 100. Il y a Jean-Michel Sabourdi, l'ami, le confident, son chiropracteur qui calme l'angoisse en triturant les os. Ici, sur la neige, en Suède, c'est Didier Auriol, de façon surprenante, qui mène les débats. D'entrée, tu as mis la semelle, comme on dit. Ouais, j'attaque assez fort. Bon, on essaie de faire un petit peu attention parce que le problème, c'est qu'on ne connaît pas très bien la route et des fois, on a des surprises dans les notes et c'est là où on peut faire une sortie de route, quoi. Alors, il faut attaquer et essayer de se méfier en même temps. C'est pas évident. Moi, de toute façon, je fais ma course. Je veux dire, je m'occupe pas d'être devant ou d'être deuxième ou d'être troisième. Je fais ma course. Je veux dire, si Macré me passe ce soir, c'est pas bien grave. Le rallye est très long. La nuit qui est tombée accompagne les premières désillusions d'Auriol. Une roue cassée lui coûte la bagatelle de 2 minutes et voilà Macré, propulsé en tête du rallye.
Ciel de porcelaine et lumière translucide pour une deuxième étape de tous les espoirs, où Didier Auriol a repris le pouvoir. Pour Didier Auriol, le pas du patineur. Dernière étape, Auriol peut encore le gagner ce rallye, mais la pompe à huile de sa Toyota donne des signes de défaillance. Bon, c'est vrai que j'avais pas d'huile et moi quand on est arrivé au départ de la spéciale, je pensais que le moteur pouvait casser et serrer, c'est-à-dire se bloquer. Donc moi j'ai demandé à qui se trouvait là si on pouvait avoir quelques litres d'huile. Et il y a 2 personnes que je connaissais absolument pas qui m'ont amené ces bidons. Et bon, la simple raison, c'est que de toute façon, si je pars dans la spéciale sans huile et à 180 dans les arbres, si le moteur se met à bloquer, ça peut être assez catastrophique. Alors bon, donc je suis parti. Bon, après la réglementation m'a dit que j'étais hors course et j'ai complètement accepté cette réglementation puisqu'elle existe aujourd'hui. Et ce sera le Suédois Mats Jonsson qui remportera ce rallye. Auriol, lui, ne remportera pas cette saison d'autres succès qu'à Monte-Carlo et terminera 3e du championnat du monde derrière Kankkunen et Delecourt. En rallye, la forme physique est un atout indispensable. Il s'agit là d'un sport assis sans doute, mais d'un sport exigeant. Assis mais physique. Je crois que c'est ce qu'on ne comprend pas et on ne se rend pas compte que les voitures qu'on pilote, bon déjà la direction, même si on a des directions assistées, c'est quand même des slicks qu'on conduit et puis on fait des mouvements multipliés et puis très rapides. Je veux dire, la pédale de frein aussi, c'est pareil, c'est beaucoup plus dur qu'une pédale de frein de la voiture de tous les jours. Changer les rapports de boîte, par exemple, c'est pareil, c'est très dur. Donc je crois que c'est très important d'avoir un physique assez bon. Donc c'est pour ça qu'il est très important de se muscler, disons, surtout le haut du corps, les cervicales aussi, puisqu'on se prend quand même des freinages, des accélérations très violentes. En règle générale, je pense qu'on a déjà calculé, on arrive à 2 G et demi, ce qui est peut-être beaucoup moins que d'autres sports, mais déjà multiplié par le nombre de freinages dans un rallye, dans une spéciale, c'est quand même assez important. Je me lève toujours un petit peu plus tôt. Enfin, c'est pas vraiment un problème puisque je me couche très tôt et je me réveille très tôt. Mais je crois que c'est toujours très important quand même. C'est une sorte de mise en forme pour la matinée. Avec beaucoup d'assurance, Didier Auriol est éliminé, presque sans combat. Je suis arrivé dans un droite, la voiture a sous-viré, beaucoup. Et là, j'ai vu que j'étais en mauvaise trajectoire, donc il m'a fallu mettre la voiture très violemment en dérive de l'arrière. Ça s'est bien passé jusque-là, ça se passe très vite tout ça. On a pris la neige sur l'arrière d'abord. La voiture est revenue pratiquement en ligne droite, mais elle a un petit peu sur la gauche de la route. Donc on était les 2 roues dans la neige, les 2 roues à gauche dans la neige un petit peu. Et j'avais beau braquer à droite, la voiture n'a jamais voulu revenir les 4 roues sur la route. Et on a glissé dans le fossé et on est descendu, on s'est arrêté contre un arbre. L'année s'annonce mal. Après la sortie de route du Monte-Carlo, Didier n'est que l'ombre de lui-même sur les routes du Portugal. Lui, le sprinter, ne réussit rien de bon sur l'asphalte. En tête, après un festival de Delecourt, Kankkunen prend le relais alors que Didier Auriol reprend goût au combat sur la terre. Il signe ses premiers scratchs, sort la tête hors de l'eau et vient même menacer Kankkunen pour la victoire. Mais Toyota décide de geler les positions et Didier termine 2e.
Dans l'ensemble est très élevé et toujours entrecoupé de trous. Alors de trous qui peuvent se négocier en première, en deuxième, en troisième. Et suivant les pluies, ça évolue tout le temps. Alors ça veut dire qu'on est, la première fois, je crois qu'on est complètement un petit peu perdu et un petit peu paniqué justement sur ce style de route et ce style de rythme à prendre. Pour Didier, l'objectif est simple. Il lui faut rejoindre l'arrivée pour engranger un maximum de points qui pourraient être fort utiles en fin de saison. Et il se contentera d'une précieuse 3e place derrière Duncan, l'enfant du pays, et Shinozuka, le japonais de Mitsubishi. Comme souvent, comme toujours, le Tour de Corse tourne vite à un affrontement entre Didier Auriol et Carlos Sainz. Sainz soumet le Français à un pilonnage en règle, mais au plus chaud de la bataille, il est trahi par sa mécanique. Il en pleurerait de rage. La victoire aura donc choisi Didier Auriol, qui s'impose ici pour la 5e fois. Ici encore, sous le panache, est un ingrédient supplémentaire au succès. On a pu s'apercevoir certaines années que le champion du monde n'a pas été le pilote le plus rapide. Alors pour moi, je préfère être un pilote à panache, de me battre chaque fois pour la victoire, que me dire bon, tu vas courir une saison en cherchant le championnat. Donc je préfère que les deux arrivent en même temps. Autrement, je ne serais absolument pas satisfait de mon titre. Formidable rallye d'Argentine, formidable duel entre Auriol et Sainz. Formidable combat de chef entre ces deux seigneurs de la route qui ont relégué tous les autres au rôle de comparse. Vamos con el tiempo neto de Didier Auriol. 16-19 serían en 25-41. Muy bien, 25-41. Vamos a volver. Didier Auriol et Carlos Sainz, extraterrestres dans la pampa, donnent l'impression de s'affronter dans un autre monde, sur une autre planète. Et à l'arrivée, ça fera 6 secondes seulement, à l'avantage du Français. Évidemment, la seule solution, c'est l'attaque à outrance, mètre par mètre. Mais après chaque spécial, des fois on en discute avec Bernard, on est surpris. Parce qu'on se dit, on n'a pas les mêmes pneus, on n'a pas les mêmes voitures, on est des pilotes complètement différents et on se bat sur 45 km à coup de seconde. Et à vrai dire, on a du mal à comprendre. Sur léger droite à fond. Attention, droite 60, 62, 62, 62 arbres. Et calme le jeu, on verra bien. Gauche 5, attention. Gauche 5, attention. 5, attention. Les pneus sont peut-être froids. Gauche à fond. Carmen, léger droite à fond. À San Remo, Didier doit d'abord se battre avec une voiture impossible à conduire. 5, attention, arbre. Sur gauche à fond. Sur piège. Attention. Ensuite, il doit se battre contre un Carlos Sainz qui a la rage de vaincre une fois de plus. On pense un petit peu au danger, au risque, mais une fois qu'on est casqué, sanglé, je crois qu'on fait abstraction de tout ça, et bon, l'objectif évidemment c'est d'aller le plus vite, et on ne pense absolument pas à la sortie de route, à l'accident grave, on pense à la sortie de route pendant la course, et surtout on se dit mince, on risque d'abandonner ou de casser une voiture,
Mais l'aspect risque personnel, on n'y pense pas. Pourtant, Auriol n'est pas homme à abdiquer. Il relève tous les défis et réalise une dernière étape de rêve. Alors que Sainz, en délicatesse avec une Subaru moins performante, baisse de rythme. Et c'est Didier superbe qui monte sur la plus haute marche du podium. De fondo para uno. Didier, c'est un grand professionnel et je pense qu'il mérite de devenir champion du monde. Et je suis content pour lui. Mais avant ce triomphe, avant cette apothéose au RAC en Angleterre, il y a eu ça. Ça se passe sur un droite sur un dodane. Et on n'a pas visibilité sur le dodane. Il y a un gros rocher qu'ils ont mis, des pierres qu'ils ont mis à l'intérieur. Je l'avais dans les notes et Bernard, c'était en bout de page. Il avait le doigt dessus, il ne l'a pas vu, il ne me l'a pas annoncé. Je suis arrivé en trajectoire et j'ai touché le rocher. Alors bon, il m'a dit je sais, j'ai fait une connerie. Je dis bon, de toute façon, c'est comme ça. Et Didier, il t'a fait un reproche, il t'a dit quelque chose, non? Non, au contraire, c'est même moi qui proteste encore plus contre moi que lui, il m'a rien dit du tout. Au contraire, il m'a dit, te fais pas de soucis, c'est comme ça. Et, moi, j'en fais des fois, et puis c'est comme ça. Non, vraiment, aucun reproche du tout de la part de Didier. On sait que tout se joue ici entre Sainz et Auriol. Et ça continue de mal se passer pour le Français. J'étais hyper concentré, ça allait très bien. Bon, le freinage était beaucoup plus glissant que les 3 premiers kilomètres. C'était vraiment le premier freinage très glissant et je me suis fait piéger. Je suis rentré un peu fort au freinage par rapport à l'adhérence du revêtement et bon, j'ai jamais pu m'arrêter, quoi. Puis, le sort va basculer en sa faveur, car Sainz, qui n'est pas soutenu comme il le faudrait par son équipe, doit prendre des risques. Et tout se termine ici, pour l'Espagnol. No, la cagamos, dale. Me cago en la puta leche. Carlos, dale, tiene que salir. Quand Auriol passe et qu'il voit la Subaru de Sainz dans le fossé, il sait qu'il est champion du monde. Ça y est, c'est fait, le jour de gloire est arrivé. Un Français, Didier Auriol, est enfin champion du monde des rallyes. Et au départ, la spéciale, l'organisation nous a dit Carlos est hors de la route. Bon, je crois qu'avec Bernard, on a eu un sourire de joie. Et on s'est serré la main et puis on est parti dans la spéciale. Bon, puis là, on a commencé à réaliser